Bienvenue pour Ici l'Europe, un Ici l'Europe plein sud cette semaine puisque nous vous proposerons dans la partie débat de notre émission de nous projeter dans l'Italie de Mario Draghi. Mais tout de suite, nous allons nous intéresser à un pays balkanique entré dans l'Union européenne il y a presque 8 ans, la Croatie. Nous recevons pour grand invité le Premier ministre croate Andrej Plenković. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du parti de droite HDZ, que vous êtes de passage à Bruxelles et dans les institutions cette semaine. On commence évidemment avec les polémiques multiples autour de la campagne de vaccination et la Commission européenne qui a annoncé qu'elle étendait son mécanisme de contrôle des exportations de vaccins anti-Covid, alors que les 27 États membres souffrent toujours de retard de livraison. Est-ce que vous restez convaincu qu'il y a une bonne gestion à 27 ? D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je salue tous vos spectateurs. C'est toujours un grand plaisir d'être sur France 24. Quand il s'agit du processus de vaccination et le contexte de pandémie Covid-19 avec laquelle malheureusement on doit s'occuper comme les dirigeants européens, les dirigeants nationaux ou toute la société au niveau global, nous nous trouvons dans une situation où la dynamique de distribution de vaccination des vaccins n'est pas assez suffisante. Ça c'est clair dans tous les pays européens, y compris la Croatie. Exactement un de mes objectifs pendant mon séjour ici à Bruxelles était d'accentuer et souligner la nécessité d'une dynamique beaucoup plus rapide que nous l'avons aujourd'hui. Et j'espère, après la discussion avec la présidente de la Commission, qui m'a expliqué toute l'activité qu'elle fait, que le commissaire Breton fait, que toutes les équipes ici et les services de la Commission sont en train de faire sur le partenariat beaucoup plus proche, beaucoup plus dynamique avec les différentes sociétés pharmaceutiques qui sont en train de produire des volumes et des quantités énormes dans une période assez courte parce que le besoin global est là. Et comme ça, assurer que tous les pays vont recevoir ce qu'ils ont commandé, la Croatie y compris. Le deuxième point, quand il s'agit des permis de l'exportation, je crois que ça c'est une mesure qui était prise en concertation, si j'ai bien compris, entre le gouvernement italien et la Commission vis-à-vis de l'exportation des doses AstraZeneca vers l'Australie. C'était un signal de dire, écoutez, on a commandé tel et tel nombre de doses et il faut respecter les contrats que nous avons signés tous. Alors maintenant, les polémiques continuent. On a agréé un 4e vaccin Johnson & Johnson, mais il y a encore des difficultés de livraison. Et puis alors, dans la foulée, certains pays mettent en cause et suspendent AstraZeneca. Qu'est-ce que vous comprenez finalement à ces mouvements nationaux divergents ? Je crois que tous les gouvernements, toutes les agences médicales au niveau national, tous les instituts de santé publique sont assez prudents. Nous, bien sûr. Alors notre position était claire. Il faut d'abord avoir une approbation de l'Agence européenne des médicaments, après la concertation avec notre agence des médicaments chez nous, et ce qu'on peut faire après, c'est administrer le vaccin à nos citoyens, notamment ceux qui ont le besoin de l'avoir le plus rapidement. Je crois qu'il faut suivre les grandes lignes des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les recommandations de l'Agence européenne des médicaments et les agences nationales. Le vaccin russe Sputnik, vous disiez que peut-être vous étiez intéressé de regarder de près s'il marchait et si par exemple on pouvait en commander indépendamment de la Commission qui ne l'a pas encore agréé. Mais est-ce que vous attendez quand même un feu vert de l'Agence du médicament européenne ? Non, on n'a pas dit ça. On a dit que nous allons entamer les négociations, l'échange d'informations avec la partie russe pour voir tous les détails du vaccin Sputnik. Une fois approuvé par l'Agence européenne pour les médicaments, on peut utiliser bien sûr aussi le vaccin Sputnik, mais seulement après l'approbation de l'EMA.
Alors la vaccination, elle a commencé fin décembre en Croatie, vous le disiez, avec un retard quand même un peu cumulé. Vous êtes parmi les derniers de la classe, même derrière la France, qui est pourtant pas très bien classée. Et votre voisin serbe, lui, il a vacciné un quart de sa population au vaccin russe précisément. Comment vous expliquez ce retard finalement ? Nous, on a reçu jusqu'à aujourd'hui 400 000 doses de différents vaccins, c'est-à-dire de Pfizer-BioNTech, de Moderna et de AstraZeneca. En total, c'est 400 000. On a vacciné autour de 300 000 personnes. Pour une population de 4 millions. Et les autres 100 000 sont en train d'être vaccinés. Voilà, une population de 4 millions, mais il faut bien compter que tous les citoyens croates qui ont moins de 18 ans ne sont pas prévus pour être vaccinés. Alors nous sommes en train de progresser, mais ce que j'insiste, que les doses qui étaient promises arrivent en Croatie plus tôt possible. Comme ça, on peut assurer une saison touristique que tous les Croates attendent parce que ça a certainement des conséquences économiques, financières importantes pour nous et c'est pour ça qu'on insiste. Bien sûr que nous suivons tout ce qui se passe dans notre voisinage. Est-ce que c'est Hongrie? Est-ce que c'est Bosnie-Herzégovine? Est-ce que c'est la Serbie? Serbie n'a aucune obligation de suivre ce qui se passe dans le contexte européen. Ils ont décidé de faire confiance au vaccin russe, Sputnik, au vaccin chinois, Sinovac, mais ils sont dans un autre régime juridique et les responsabilités sont différentes. Notre approche, c'est d'être très responsable, très prudent, mais aussi nous essayons d'accélérer le processus pour le maximum de toutes nos capacités et de nos efforts politiques et techniques en même temps. Alors, vous mentionnez le secteur du tourisme, 20% de votre PIB, très important pour vous, bien sûr. Il y a un projet de passeport vert présenté le 17 mars par la Commission européenne, passeport vaccinal, pour permettre aux personnes justement vaccinées de voyager à l'étranger sans restriction, de pénétrer dans certains lieux culturels, touristiques. Vous êtes pour ce passeport touristique véritablement, en quelque sorte passeport vaccinal, rapidement, et vous pensez surtout qu'il sera mis en place ? Moi, je me suis informé de quoi s'agit-il. Bien sûr, il s'agit d'une proposition de la Commission qui va couvrir 3 groupes de personnes. Les personnes qui étaient déjà vaccinées, les personnes qui ont un test négatif et les personnes qui ont déjà récupéré de Covid-19. Moi-même, j'ai eu le Covid-19 pendant le mois de décembre et j'étais testé négatif avant d'arriver ici à Bruxelles. Alors aujourd'hui, j'ai 2 tiers de tous ces critères. J'espère, une fois le moment venu, je serai aussi vacciné. Pour expliquer quel est l'objectif de cet instrument. C'est de faciliter la mobilité des gens, notamment dans le contexte du tourisme, mais aussi dans le contexte d'une de nos 4 libertés. Et ça, c'est la liberté de circulation. Mais il ne faut pas prévenir les autres qui n'étaient pas vaccinés d'utiliser ce document. Et c'est pour ça exactement qu'on a toutes les 3 catégories. Avec ça, on peut doucement récupérer, revenir dans une vie plus ou moins normale comme on l'a connue il y a un peu plus d'un an. Alors justement, vous n'êtes pas reconfiné dramatiquement pour la deuxième vague. Les bars, les restaurants sont ouverts en extérieur, par exemple. Vous développez un label Stay Safe in Croatia pour justement essayer de rassurer les voyageurs. Votre saison 2020, ça a été moitié moins, mais c'est tout de même 10 millions de touristes. Est-ce que vous avez la foi qu'il y aura une saison touristique 2021 digne de ce nom ? Nous essayons de faire notre maximum. Alors le tourisme, comme vous l'avez bien expliqué, c'est pratiquement 20% de PIB croate. Alors pour nous, c'est important. C'est une condition sine qua non de faire tout ce qui est dans notre marge de manœuvre, d'assurer tous les touristes qui aimeraient bien venir en Croatie de revenir ou venir pour la première fois pendant l'été 2021. La saison dernière, je crois que nous étions un des meilleurs pays dans la Méditerranée. On a eu 50% de tourisme
en comparaison avec 2019, qui était l'année record pour le tourisme croate. Aujourd'hui, nous sommes en train, avec le ministère du Tourisme, notre organisation de promouvoir le tourisme, de faire une campagne Safe Stay in Croatia, c'est-à-dire un séjour sécurisé en Croatie, et avec les efforts européens nationaux, avec la mobilité que j'espère pendant le printemps va un peu revenir dans le contexte où nous étions avant, ça serait positif. À propos du confinement ou le couvre-feu, moi je dis clairement au début de l'automne, la Croatie n'aura pas un confinement total extrêmement restrictif, ni le couvre-feu. Alors ce qu'on a fait, on a fait des mesures vraiment appropriées dans une concertation avec les différents secteurs pour assurer le travail, pour assurer l'école, pour assurer la mobilité, mais toujours en ligne avec les recommandations épidémiologiques des gens qui sont en contact avec nous littéralement chaque jour. Alors une année quand même assez douloureuse côté croate parce que vous avez subi 2 tremblements de terre, 2 séismes, dont un d'une magnitude de 6,4 sur l'échelle Richter, c'est beaucoup. Évidemment, 7 personnes ont perdu la vie. Ça touchait en particulier la région pauvre de Banoniva, qui était occupée d'ailleurs par les Serbes pendant la guerre des Balkans. Et beaucoup de bâtiments ont été reconstruits après 1995. Exactement 156 000 grâce à de l'argent public. 15 000 maisons ont été détruites par les tremblements de terre et vous avez demandé l'ouverture d'une enquête justement pour savoir si cela risque de déboucher selon vous sur un scandale de détournement de fonds en Croatie. D'abord, c'est vrai que vous avez dit la Croatie, en plus de la pandémie de Covid-19, nous avons eu 2 grands tremblements de terre. Un qui a frappé la capitale Zagreb, c'était en mars l'année dernière, et le 29 et le 30 décembre, la région de Banovina. Alors, il s'agit d'une destruction importante, c'est-à-dire que 1% de toutes les maisons en Croatie étaient détruites par ces 2 tremblements de terre. C'est pour ça que moi je suis très reconnaissante aussi au gouvernement français pour la solidarité qu'ils ont exprimée, pour l'aide qui est venue, mais aussi à l'Union européenne à travers le mécanisme de fonds de solidarité de l'Union européenne, à travers lequel on a obtenu pour le premier tremblement de terre 683 millions d'euros, et maintenant nous sommes en train de finaliser la deuxième demande. À propos de la situation avec la reconstruction après-guerre, c'est vrai, il y a une initiative de l'enquête, mais ça vient de l'opposition. On a vérifié, il s'agit vraiment des nombres des maisons qui est, comme en France, vous savez bien dire, quantité négligeable. Il s'agit de 6-7 maisons qui étaient complètement détruites et qui étaient vraiment proche au épicentre de ce tremblement de terre. S'il y avait quelques malfaisances il y a 15 ans, 20 ans, on va le vérifier, mais il ne s'agit pas d'une massive destruction grâce aux fautes de la construction. Alors, votre actualité, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'avec la Bulgarie, la Croatie a intégré le mécanisme de taux de change européen, ce qui est un préalable vers l'intégration de la zone euro. L'objectif pour vous, c'est 2023. Qu'est-ce que vous voulez y faire dans cette zone euro ? En ce moment, effectivement, on est beaucoup en train de s'interroger sur ce fameux pacte de stabilité, les règles très dures de cette zone euro. Qu'est-ce que vous pensez y faire de mieux, finalement ? L'objectif de la Croatie à propos de l'intégration plus étroite dans l'Union européenne, il y a 2 grandes pistes. La première piste, c'est l'espace Schengen, et la deuxième piste, c'est la zone euro. Nous avons une stratégie pour l'adoption de l'euro qui était adoptée par mon premier gouvernement déjà en 2018. Maintenant, comme vous l'avez bien dit, au mois de juillet 2020, nous étions acceptés au mécanisme de taux d'échange 2, qui est une certaine antichambre de la zone euro. Et nous travaillons sur un plan d'action pour remplir les conditions qui sont devant nous. Notre ambition, c'est de le faire pendant le mandat de notre 12e gouvernement, c'est-à-dire jusqu'à 2024. Je crois que nous étions capables, nous serons capables de le faire. Malheureusement, comme tous les pays, certaines règles fiscales
fiscal qui était fantastique pendant 2017, 2018, 2019. On avait un surplus budgétaire qui était jamais survenu en Croatie. 2020, malheureusement, c'était une année où la Croatie, comme les autres, ne pouvait pas continuer dans une politique de la consolidation fiscale et la responsabilité qui était un des atouts de mon premier gouvernement. Maintenant, on doit récupérer et utiliser l'argent des instruments de l'Union européenne la prochaine génération, où la Croatie a obtenu en mois de juillet, parce qu'on s'est battu fort, quand on compare le montant des fonds et le nombre de la population, un des plus grandes enveloppes pour un des pays membres de l'Union. Alors c'est une tâche assez importante. Avec la zone euro, nous espérons d'être plus forts que dehors de la zone de l'euro. Ça c'est clair et ça c'est en plus une certaine obligation de notre traité d'adhésion qui était adopté en 2012 par le Parlement croate et avant ça aussi soutenu par le peuple croate au référendum qui a eu lieu au mois de janvier 2012. Toute dernière question, effectivement, concernant le sort incertain d'Alexeï Navalny. L'Union européenne, à la mi-octobre, avait sanctionné les responsables russes avec récemment une nouvelle liste de 4 noms. Le Conseil européen des 25 et 26 mars va appeler à de nouvelles sanctions. Cette diplomatie de la sanction vis-à-vis de la Russie et de Poutine, elle marche ? Nous sommes en train de préparer le Conseil européen qui aura lieu dans 2 semaines. Je m'évoquais cette question hier avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Je crois qu'il faut qu'on est toujours consistant quand il s'agit des valeurs, quand il s'agit des points importants avec lesquels tous les pays membres de l'Union sont très attachés. Mais en même temps, il faut toujours laisser un espace pour dialogue et résoudre des problèmes qui sont sur la table. Il faut trouver des moyens pour avoir les 2 pistes parallèles qui est plus ou moins la ligne qui suivent tous les pays de l'Union européenne. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Vous restez en notre compagnie. Je le disais, on prend tout de suite pour les débats la direction de l'Italie.